Bien, bonsoir à toutes et tous et un grand merci bien sûr à Patrick Boucheron et à Romain Bertrand pour leur invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Ceci dit, je vais commencer de manière un peu brutale. Je vais commencer par une citation de Goethe, quelques lignes, et que je ne vais pas vous expliquer, ni à peine les contextualiser. Alors pourquoi? Non pas simplement par goût de l'opacité ou pour vous surprendre, mais parce que je compte y revenir en fin d'intervention. Mais je voudrais que vous entendiez déjà en commençant ce dont il s'agit. Et puis, laissez-moi un petit peu de temps, mais un temps raisonnable, je respecterai le temps qui est imparti, et j'en arriverai à vous expliquer effectivement ces quelques lignes. Donc, pour les contextualiser à minima, ce sont des lignes très tardives qui datent de 1832 et qui concernent un débat qui avait eu lieu entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire à l'Académie des sciences de Paris. Goethe écrit ceci. C'est d'ici le lieu d'observer que les naturalistes qui ont marché dans la voie des réintégrations d'anomalies supposées sous l'universalité de la règle sont les premiers qui aient compris la puissance de la loi et de la règle. En étudiant que l'état normal des êtres, on se persuade qu'ils doivent être ainsi, qu'ils l'ont été de tout temps et seront toujours stationnaires. Mais si nous percevons des écarts, des anomalies, des monstruosités, alors nous ne tardons pas à entrevoir que la loi est fixe et invariable, mais qu'elle est vivante aussi, que les êtres peuvent se transformer jusqu'à la difformité dans les limites qu'elle a déterminées, la règle ou la norme, tout en reconnaissant toujours le pouvoir invincible de la loi qui le retient d'une main ferme et sûre. Oui, ce texte, je vous disais, est un texte très tardif et qui nous plonge immédiatement dans le champ qui m'intéresse ici, qui nous intéresse, me semble-t-il, pour Goethe, à savoir celui de la naturphilosophie. Goethe développe une naturphilosophie dont l'une des caractéristiques principales est son refus du spéculatif. Goethe était très méfiant à l'égard d'autres naturphilosophes de son temps, notamment à l'égard de Schelling, par exemple, ou même de certains des naturphilosophes appartenant au mouvement du romantisme, du premier romantisme, ce qu'on appelle le romantisme d'Iéna. La naturphilosophie de Goethe est essentiellement, effectivement, c'est pour ça que ça nous intéresse, me semble-t-il, est essentiellement descriptive. La meilleure manière peut-être de la qualifier est de reprendre les termes de Schiller, un empirisme rationnel. Ce sont les termes par lesquels Schiller, dans sa correspondance avec Goethe, s'efforce de définir ou de décrire la naturphilosophie de Goethe, et Goethe a accepté cette caractérisation, cette manière de nommer ce qu'il faisait en tant que naturphilosophe, en tant que naturaliste, puisqu'au fond, il revendiquait éminemment cette part-là de son œuvre. Cette part de son œuvre, parce que bien sûr, je n'oublie pas, ce serait difficile, que Goethe est aussi, mais dans le même temps, poète, dramaturge, romancier. Il l'est de la même manière, avec le même intérêt, la même attention pour les choses, et tout particulièrement pour la singularité. Singularité dont vous avez peut-être déjà entendu qu'elle était au cœur de la citation que j'ai faite en commençant. Et puisque Goethe est donc à la fois ce naturphilosophe et ce poète, je me suis dit qu'il n'était peut-être pas inintéressant de commencer par un texte qui n'est pas un texte de naturphilosophe, pas un texte dramatique éminemment célèbre, à savoir le Faust I, pour vous montrer comment dans le Faust I, il peut retrouver les éléments qui sont au cœur, par ailleurs, de sa naturphilosophie. Le Faust I est, je pense, publié en 1808, et je pense tout particulièrement à une séquence de la fin du texte, la fin du drame, intitulée « Jour sombre, campagne », et qui se situe en fait juste après la célèbre séquence de la nuit de Walpurgis, et avant l'épisode du cachot, il y a encore une autre brève séquence, mais vraiment 3 fois rien. Et donc dans cette séquence « Jour sombre, campagne », intitulée « Jour sombre, campagne », Faust apprend que Marguerite, qui l'a séduit avec l'aide de Méphisto, que Marguerite est en prison. Il comprend qu'elle est aux limites de la folie. Elle est en prison parce qu'elle est soupçonnée d'avoir assassiné le nourrisson qu'elle a engendré des œuvres de Faust. Ce passage, dont je vais vous citer quelques lignes, est un moment, à mon sens, tout à fait essentiel du Faust I. Il y a un premier indice de ce caractère tout à fait essentiel, c'est qu'en fait, c'est un texte très ancien dans l'écriture du Faust I par Goethe, et auquel il n'a jamais changé, alors même que cela restera, en fin de compte, la dernière partie complète en prose. Le Faust I connaît plusieurs publications, il y en a une en 1790, qu'on appelle l'Urfaust, le premier fragment,
Eh bien, ce passage s'y trouve déjà. Et on peut même considérer, en tout cas si je suis les derniers traducteurs français du Faust 1 et 2, à savoir Jacques Le Rider et Jean Lacoste, on peut même considérer que ces passages sont plus anciens. C'est peut-être parmi les premières lignes que Goethe ait écrites. Il remonte peut-être à 1772, donc Goethe avait 23 ans. Il commence vraiment à travailler sur Faust 1, c'est vous dire, ce n'est encore qu'un premier indice, l'importance de ce texte. Alors, que dit donc ce texte? Faust, en fait, il vient d'apprendre quelle est la situation de Marguerite, et Faust maudit Méphisto de ne l'avoir pas informé. Il dit ceci, je m'excuse, c'est un petit peu long, mais je crois que, même si je ne suis pas du tout acteur et je ne vais pas faire semblant, donc je vais vous le lire sans doute de manière très plate, mais je pense néanmoins qu'il faut essayer d'entendre la colère de Faust, la fureur de Faust. Faust dit ceci: « Dans le malheur, le désespoir, longtemps errant misérablement sur la terre, et maintenant prisonnière. Jetée comme une criminelle dans un cachot, la douce et malheureuse créature se voit réservée à d'insupportables tortures. Jusque-là, jusque-là. Imposteur, il s'adresse à Méphisto, imposteur, indigne esprit, et tu ne me l'as caché. Reste maintenant, reste, roule avec furie tes yeux de démon dans ta tête infâme, reste, et brave-moi par ton insoutenable présence. Prisonnière, accablée d'un malheur irréparable, abandonnée au mauvais esprit et à l'inflexible justice des hommes. Et tu m'entraînes pendant ce temps à d'insipides plaisirs, tu me caches sa misère toujours croissante, et tu l'abandonnes sans secours à sa perte. » Méphisto répond, et c'est ça qui est décisif, « Elle n'est pas la première. » Faust, chien exécrable monstre, transforme l'esprit infini, qu'il reprenne sa première forme de chien, sous laquelle il se plaisait souvent à marcher la nuit devant moi, pour se rouler devant les pieds du voyageur tranquille et se jeter sur ses épaules après l'avoir renversé. Rends-lui la figure qu'il aime, que dans le sable il rentre devant moi sur le ventre et que je le foule aux pieds et le maudis. Ce n'est pas la première. Horreur, horreur. Aucune âme humaine ne peut comprendre que plus d'une seule créature ait été plongée dans l'abîme de ce malheur, qu'une seule n'ait pas suffi pour expier par son angoisse mortelle la faute de toutes les autres aux yeux de celui qui éternellement pardonne. La souffrance de cette seule créature fouaille la moelle de mes os, et toi, tu ricanes tranquillement à la pensée qu'elle partage le sort d'un millier d'autres. Alors évidemment, vous l'entendez, ce qui conduit Faust au comble de la fureur, c'est évidemment la réponse jugée effroyable de Méphisto. Elle n'est pas la première. Effroyable parce que, par cette simple phrase, Méphisto, d'un même geste, d'une même parole, efface la singularité de Marguerite, efface toutes les singularités. Il reconduit la situation de Marguerite à quelque chose qui est de l'ordre d'une norme commune, d'une norme abstraite et cruelle, sans doute. Et c'est précisément cela que ne tolère pas Faust, c'est que Méphisto lisse les différences. Au fond, le diable, ici, prend la forme ou la posture de l'instance généralisante de la loi, de l'universel abstrait en somme. Donc c'est bien cela qui est au cœur de ce passage, c'est l'importance accordée ou non à la singularité comme telle. Alors, je disais, c'est un premier indice de l'importance de ce texte, le fait qu'il soit très ancien dans la rédaction du Faust 1, mais il y en est un deuxième qui n'est pas nécessairement à la gloire de Goethe, mais Goethe n'a, il faut bien dire, pas toujours été glorieux dans certaines de ses attitudes, tout particulièrement quand il était conseiller du grand-duc Charles-Auguste, donc au Grand-Duché de Saxe-Weimar. Et figurez-vous qu'il fut un épisode un peu honteux, puisque dans les années 1780, pendant sa première période où il a occupé des fonctions politiques à Weimar, il a été amené à siéger dans un conseil qui devait statuer sur la grâce ou non à accorder à une fille mère qui était exactement dans la situation de Gretchen, de Marguerite. Et la grâce a été refusée, et pour autant qu'on le sache, j'étais un petit peu prudent sur la chose, mais ça semble quand même assez établi, Goethe lui-même a voté contre la grâce. Le texte que je viens de vous lire était écrit avant, et concédons ce courage-là sans doute à Goethe, il va le maintenir après. Mais donc ça veut dire que Goethe, quoi qu'il en soit de ce qu'on peut juger évidemment comme une faiblesse ou comme sans doute une lâcheté, Goethe est bien conscient aussi de ce que cette singularité a de puissance subversive d'un point de vue politique. Il a sans doute dû lui céder, ou il a eu la lâcheté sans doute de céder à la pression de la norme, mais il n'efface pas pour autant la puissance de la singularité qu'il parvenait à dire dans son texte dramatique. Donc vous voyez, il y a là quelque chose, me semble-t-il, dans ce texte
d'une attention particulière à la singularité, d'une conscience de ce que cette singularité est politiquement subversive, peut-être d'une mauvaise conscience aussi, je ne m'avancerai pas jusque-là, je ne vais pas psychologiser Goethe, ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais bien l'importance de l'attention à la singularité et de sa puissance politique. Mais je vous ai dit, ceci n'est qu'un premier moment de mon exposé. Ce qui m'importe, évidemment, c'est d'en venir à la nature philosophie. Le souci de la singularité, justement, est au cœur de la nature philosophie de Goethe, de manière souvent très spectaculaire. Mais pour bien vous le faire entendre, je voudrais faire un détour, enfin, qui est un faux détour. Vous avez l'impression que je remonte, mais non, c'est tout à fait au cœur de la pensée de Goethe et de la pensée de son époque. Je voudrais faire un tour par un philosophe, à savoir Leibniz. Leibniz, donc à cheval sur le XVIIe et XVIIIe siècle. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas réellement un détour? Parce que Leibniz est une référence tout à fait essentielle de la pensée de Goethe, comme d'autres penseurs de son temps, Herder par exemple, Schelling également. Pourquoi Leibniz a-t-il cette position particulière? Parce qu'il avait été oublié. Il a été oublié très longtemps. Il a été oublié jusqu'à ce qu'en 1765, Lessing, figure tutélaire du classicisme et important pour toute l'époque, Lessing travaille à l'édition, la première édition des nouveaux essais sur l'entendement humain. Les nouveaux essais sur l'entendement humain de Leibniz, Leibniz les a achevés en 1704, c'était une réponse aux essais sur l'entendement humain de Locke, qui avait été publié en 1689, et donc Leibniz polémiquait, au fond, si vous voulez, avec Locke. Il se fait que Locke est mort très peu de temps avant que Leibniz ait terminé sa réponse. Il ne l'a pas publié, estimant que c'était inélégant, son interlocuteur étant décédé. Et donc le texte est publié posthume, plus de 60 ans après, grâce à Lessing, et c'est cette édition qui va être à l'origine de la présence très forte de la pensée de Leibniz dans le classicisme et le romantisme allemand, une présence, pour ainsi dire, aussi forte que celle de Spinoza, qui est aussi très importante, la référence à Spinoza étant à l'origine de ce qu'on a appelé le Pantheismusstreit, c'est-à-dire la querelle du panthéisme. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que, précisément, pour Goethe, Leibniz est important, parce que Leibniz déploie une pensée de la singularité. S'il y a bien un penseur moderne qui se méfie de la toute-puissance de la loi, de la catégorie universelle, c'est Leibniz. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y renonce. Leibniz est un philosophe et encore héritier d'Aristote, bien sûr, il n'y a de science que du général, et donc, bien sûr, il ne s'agit pas de renoncer à la norme ou à la loi. Mais à tout le moins, Leibniz refuse que cette attention philosophique, pour l'essence, si vous voulez, pour le dire très rapidement, implique une dévalorisation de la singularité, implique peut-être aussi, nous allons y venir, une dévalorisation de l'accidentel. Et c'est ce qui fait que Leibniz va penser le monde à partir d'un équilibre, ce qu'il appelle une balance, la balance entre la simplicité des voies et la richesse des effets. Équilibre entre la simplicité des voies, c'est-à-dire la simplicité des voies sont les normes, si vous voulez, ce qui structure notre univers, et puis la richesse des effets, ce sont tous ces détails, justement, on y vient, tous ces détails singuliers qui font l'efflorescence, le spectaculaire de notre monde. Et donc Leibniz veut penser le monde en fonction, vous avez certainement déjà entendu, peut-être y a-t-il des Leibniziens parmi vous, mais vous avez en tout cas certainement déjà entendu parler de l'harmonie préétablie, ne fût-ce qu'à cause du Candide de Voltaire, etc. Leibniz veut penser philosophiquement la norme de telle manière qu'elle n'efface en rien la singularité. C'est ça qui va intéresser Goethe, qui va intéresser Herder aussi. Mais qui va les intéresser peut-être, je m'avance un peu, on n'a pas énormément de déclarations explicites de Goethe à ce propos, mais qui va l'intéresser, son Goethe tout particulièrement en ceci qu'il a affaire là à une pensée de la singularité, mais qui paye aussi le prix, l'addition très forte, vous allez voir, d'une tentative de philosopher sur la singularité. On peut considérer que dans une certaine mesure, la pensée de la singularité chez Leibniz est un échec. Pourquoi ? Pour l'expliquer, je me tourne vers un texte de 1686. Alors, je vous dis tout de suite que Goethe n'y a pas eu accès, parce qu'il a été publié très tardivement, bien après l'époque de Goethe, à la fin du 19e, si je ne me trompe. Mais c'est un texte de 1686, ce discours de métaphysique. Je vous demande là de me faire un peu confiance. Si je l'utilise, c'est parce qu'il est plus facile à utiliser pédagogiquement ou dans l'ordre de l'exposé. Mais en fait, on a exactement les thèses qu'on va retrouver plus tard dans la monadologie,
la monadologie qui est publiée posthume en 1720, mais à laquelle les classiques romantiques allemands, ont effectivement eu accès. Je disais, le discours de métaphysique, il n'a pas été publié. Mais Leibniz, qui a conçu ce texte comme une succession de propositions, a diffusé ces propositions, ces thèses, dans le public intellectuel de son temps pour obtenir des réactions. Et le texte que nous avons maintenant, c'est l'ensemble de ces propositions avec le fruit des débats qui en ont résulté. Or, justement, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est la définition de la singularité, définition de la substance individuelle, ce qui se nommera monade dans la monadologie. La substance individuelle, comment Leibniz la définit-il? Eh bien, par ces termes, il y a substance individuelle dès qu'il y a inhérence réelle du prédicat à la chose. Inhérence réelle du prédicat à la chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Prédicat, c'est les qualités, si vous voulez. Les qualités que l'on pourrait juger ou penser accidentelles pour certaines d'entre elles. Les détails, justement. Eh bien, les prédicats, les qualités, appartiennent réellement à la substance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le détail et la substance. Il n'y a pas de différence entre les qualités et ce qui porte les qualités, à tel point qu'au fond, il n'y a pas de place pour l'accidentel, à proprement parler. C'est-à-dire qu'il appartient à ma substance d'être ici devant vous et de m'exprimer comme je le fais. Je ne serais pas celui que je suis si Patrick et Romain ne m'avaient pas invité au Collège de France, du point de vue Leibniz. C'est peut-être vrai aussi par ailleurs, mais c'est vrai pour Leibniz. Et donc, vous voyez, ce qui se joue là chez Leibniz, c'est évidemment très intéressant. C'est-à-dire que, voulant penser la singularité en la valorisant le plus possible, en lui donnant tout son poids, il en vient à faire de cette singularité une substance complète, achevée, si vous voulez, sans accident. Je pense qu'il est très difficile de penser la singularité de manière plus riche, alors, à la fois en surface, mais épaisse aussi, au fond. Il y a aussi une épaisseur de la substance individuelle. Mais évidemment, il y a un prix à payer. Et l'addition lui est présentée très vite. On le voit dans le texte dont nous disposons aujourd'hui, dans les débats auxquels il essaye de répondre. L'addition lui est présentée par le grand Arnaud, l'auteur avec Pierre Nicole, cartésien, et l'auteur avec Pierre Nicole de la logique de Port-Royal. Antoine Arnaud lui fait évidemment remarquer très simplement qu'il tombe là dans un déterminisme pur et dur. C'est-à-dire que la substance individuelle ayant des qualités, bien sûr, mais ces qualités n'étant pas des accidents, eh bien, la substance individuelle est totalement déterminée. Et donc, si j'étais Dieu, si j'avais une vision de ce qui fait ma substance individuelle, j'aurais totalement pu savoir qu'il est inscrit dans ma substance de parler aujourd'hui au Collège de France devant vous. Évidemment, je suis un être fini et je n'ai pas cette connaissance-là, mais d'un point de vue ontologique et du point de vue de la vision de Dieu, du point de vue d'une connaissance parfaite, eh bien, la substance individuelle est totalement déterminée. Et donc, vous voyez, on gagne une philosophie de la singularité, mais ce que l'on perd manifestement, c'est une liberté de la singularité. D'accord ? J'y insiste parce que, on peut vous le dire quand même en deux mots, comment Leibniz arrive-t-il ou n'arrive-t-il pas à se dépatouiller de cette histoire ? En fait, il va faire une réponse qui est fondamentalement insatisfaisante, qui nous laisse sur notre fin et qui a seulement laissé Antoine Arnaud sur sa fin aussi, mais qui est très révélatrice. Il va dire, certes, les substances individuelles étant définies par l'inhérence réelle du prédicat à la chose, eh bien, effectivement, elles sont, je pourrais presque dire, elles sont programmées, si vous voulez. En tout cas, toute leur qualité leur appartient, et donc, il y a une forme de nécessité. Mais il se fait que ce monde dans lequel se trouvent ces substances individuelles a été créé librement par Dieu. Effectivement, Dieu a créé le meilleur des mondes possibles pour Leibniz, mais il n'était pas contraint de le faire. Une raison qui incline sans nécessité l'a amené à créer le meilleur des mondes possibles, mais il n'y avait pas nécessité. Et donc la réponse de Leibniz, insatisfaisante évidemment, consiste à dire qu'il n'y a pas nécessitarisme, il n'y a pas déterminisme de la substance individuelle, parce que du point de vue de la création, il y a liberté de l'acte divin. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ça nous laisse quand même assez insatisfaits sur le déterminisme qui semble devoir atteindre toute substance individuelle. Mais c'est intéressant, c'est révélateur. C'est-à-dire que Leibniz a été tellement loin dans cette pensée de la singularité qu'il ne peut plus en sortir, si vous voulez. Il est piégé par la nécessité, il a gagné la singularité, mais perdu la liberté de cette singularité. J'en viens maintenant, plus précisément, à Goethe et à sa nature philosophie, parce qu'il me semble que le texte que je vous ai cité en commençant est au fond
une manière de penser la singularité dans l'héritage de Leibniz, vous allez voir d'ailleurs de manière assez explicite, dans l'héritage de Leibniz, mais justement en se gardant de toute forme de nécessitarisme, c'est-à-dire en voulant penser le cas particulier, en voulant penser l'individuel dans sa liberté, dans une certaine liberté par rapport à la loi, dans sa liberté fondamentalement indéclinable. Si vous voulez. Je rappelle en 2 mots donc le contexte. Il y a eu un débat en 1830 qui a beaucoup intéressé Goethe à l'Académie des sciences de Paris entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, et Goethe l'interprète comme étant l'opposition d'une méthode analytique, celle de Cuvier, à une méthode synthétique, celle de Geoffroy Saint-Hilaire. Et Goethe se retrouve dans la perspective synthétique qu'il défend ardemment. Il faut entendre ici dans la perspective synthétique, non pas, bien sûr, nous allons y venir, l'effacement de la singularité, mais le souci d'une unitotalité de la nature. Comprendre ce qu'est la nature de manière holistique, comme le disait d'ailleurs très bien Marie-Noël en parlant de von Humboldt. Et donc, ce débat qui a lieu en juillet 1830 marque très fortement Goethe parce qu'il considère que pour la première fois, la méthode synthétique, la première fois au cours de la modernité, la méthode synthétique s'impose de telle manière qu'on ne pourra pas feindre de l'avoir ignorée, qu'on ne pourra pas ignorer tout ce qu'elle peut apporter. Voici ce qu'il dit dans ses conversations avec Eckermann. « Cet événement est pour moi d'une valeur inouïe et c'est à bon droit que j'acclame la victoire, en fin générale, d'une cause à laquelle j'ai consacré ma vie et qui est essentiellement mienne. » Vous voyez l'importance de ce texte, ce qui va l'amener alors à donner une deuxième partie. Donc, en fait, moi je pense que je n'ai pas été assez clair sur le sujet. Il écrit d'abord en 1830, donc principe de philosophie zoologique discuté à l'Académie des sciences par M. Geoffroy Saint-Hilaire, et il va revenir, donc c'est 1830, il va revenir sur le sujet dans une seconde partie publiée en 1832, et c'est manifestement les dernières lignes qu'il ait écrites, juste après avoir terminé le Faust 2. Je reviens maintenant avec ce que j'essaie de vous exposer, en surveillant toujours là. Je reviens à ces lignes que je citais en commençant. Reprenons-les. C'est ici le lieu d'observer, dit-il, que les naturalistes qui ont marché dans la voie des réintégrations d'anomalies supposées sous l'universalité de la règle sont les premiers qui ont compris la puissance de la loi et de la règle. Attention pour la singularité et en même temps reconnaissance de la puissance de la loi et de la règle. En étudiant que l'état normal des êtres, on se persuade qu'ils doivent être ainsi et qu'ils l'ont été de tout temps et seront toujours stationnaires. C'est une manière de nier la singularité dans ce cas-là. Mais si nous percevons des écarts, des anomalies, des monstruosités, alors nous ne tardons pas à entrevoir que la loi est fixe et invariable, ça c'est du Goethe aussi, hein, on maintient la fixité de la loi et la solidité de la loi, mais qu'elle est vivante aussi, que les êtres peuvent se transformer, il faut entendre ici les êtres singuliers évidemment, les êtres peuvent se transformer jusqu'à la difformité dans les limites qu'il a déterminées, tout en reconnaissant toujours, équilibre goethéen, tout en reconnaissant toujours le pouvoir invincible de la loi qui les retient d'une main ferme et sûre. Ce texte, au fond, pose les bases, linéamment, de ce qu'on peut considérer comme une tératologie positive. C'est une théorie de la monstruosité, que je dis donc positive, au sens où la monstruosité, l'anomalie, n'apparaît pas comme un manque de forme, comme un défaut de forme, mais apparaît bien positivement comme ce qui incarne la forme et lui permet d'apparaître telle qu'elle n'apparaît pas sans ces monstruosités, sans ces anomalies. Et c'est sans doute là que la norme est vraie, que la norme peut s'approcher de la manière la plus satisfaisante, c'est dans ces écarts. Au fond, il y a 2 idées dans ce texte, et il faut tenir les 2 idées ensemble. La première idée, qui est au fond une idée aussi leibnizienne. La première idée consiste à dire qu'au fond, on ne peut pas penser de monstruosité sans penser donc de singularité radicale, si vous voulez, de détails incongrus peut-être. On ne peut les penser sans les rapporter à la loi. Je vous dis que c'est leibnizien parce qu'au fond, Leibniz pense exactement la même chose lorsqu'il traite du miracle. En fait, il n'y a pas de différence entre le miracle et le monstrueux. Le miracle, c'est l'événement absolument singulier. La monstruosité, c'est l'anomalie singulière. Eh bien, Leibniz fait donc, même s'il parle à ce moment-là de miracle, aussi quelque chose comme une tératologie. Mais nous n'en sommes qu'à la première idée de ce texte, c'est-à-dire que pour Leibniz, et Goethe reprend cela en partie, pour Leibniz, il s'agit de dire que l'anomalie, l'événementiel, le miracle, ne rompt pas avec la rationalité.
En fait, c'est parce que je n'ai pas de maîtrise suffisante, de compréhension suffisamment complète de l'harmonie préétablie et de cette fameuse balance entre la simplicité des voix et la richesse des effets, que j'ai l'impression qu'il y a de l'irrationnel. Non, il n'y a pas d'irrationnel. Il n'y a pas d'irrationnel, mais il y a quelque chose qui est à la limite, qui semble nous échapper, mais que néanmoins je comprends encore avec la rationalité. C'est la première idée qu'on retrouve chez Goethe également, dans ce texte. Évidemment, c'est une idée qui n'est pas suffisante, qui n'est pas satisfaisante pour parler de tératologie positive. Parce que si l'on devait s'arrêter là, ça signifierait, au fond, que la monstruosité n'est pensable simplement qu'en tant qu'elle est reconduite sous l'empire de la loi. C'est une manière de limiter fortement, de relativiser à l'excès l'anomalie ou la monstruosité. Non, il faut tenir compte de la seconde idée. Et la seconde idée qu'avance Goethe, et là il est totalement original, c'est là que se joue, me semble-t-il, la liberté de la singularité. La seconde idée qu'avance Goethe, c'est que ce n'est que par la monstruosité que la loi apparaît réellement. C'est-à-dire que la loi n'est pas dans la répétition sempiternelle du même. La loi, elle est ce qui rend possible des variations à la limite du difforme, des variations qui semblent remettre en cause la forme, des variations qui ne sont peut-être pas viables, mais qui, par la main, révèlent tout ce que la loi rend possible. Non pas la répétition, mais l'invention. La loi, ici, dans cette tératologie positive, la loi devient fondamentalement inventive. Et elle se risque aussi bien. Donc il y a une manière pour Goethe de penser la singularité dans le rapport à la loi, qui révèle la loi comme étant toujours déjà se singularisant, si vous voulez, et n'étant compréhensible, ultimement compréhensible, que dans les variations de détail ou incongrues qu'elle rend possible. Cette idée-là, effectivement, correspond, à mon sens, à une tératologie positive, est une manière de penser la singularité, sans, vous l'entendez cette fois, sans renoncer à la liberté. Parce que précisément, la singularité est dans un écart par rapport à la norme en tant que répétition, et donc elle manifeste ainsi une forme de liberté. C'est par là qu'il essaye d'aller plus loin, si vous voulez, que Leibniz, et c'est cela qui va gouverner évidemment aussi tout le développement de ces descriptions nature-philosophiques. Je voudrais terminer avec deux références encore. Au fond, ce que pense ici Goethe, comme par hasard, on va le retrouver au XXe siècle, chez Georges Canguilhem, médecin et philosophe, qui a pensé la monstruosité. Voici ce que dit Canguilhem, donc c'est dans La monstruosité et le monstrueux. Il dit ceci: en révélant précaire la stabilité à laquelle la vie nous a habitués, le monstre confère à la répétition spécifique, à la régularité morphologique, je crois pas que l'idée de morphologie, c'est une idée goethéenne, sur base d'une racine grecque, mais c'est Goethe qui forge le terme. Donc, je reprends, le monstre confère à la répétition spécifique, à la régularité morphologique, à la réussite de la structuration, une valeur d'autant plus éminente qu'on en saisit maintenant la contingence. C'est-à-dire qu'il y a une contingence de la loi elle-même. C'est cela qu'il faut penser, si vous voulez, pour Goethe, lorsqu'on s'approche de la nature. Bien sûr qu'il y a une loi, bien sûr qu'il y a une unitotalité de la nature, pour lui comme pour les naturphilosophes, mais ce qu'il va chercher, c'est les écarts de la singularité qui donnent tout leur poids à un travail sur le détail. Donc penser de la singularité libre, puis je voudrais terminer simplement par une autre référence, mais là je ne cite pas, ça nous a entraîné trop loin, mais j'ai été très frappé par la lecture d'un entretien de Carlo Ginzburg, qui est extraordinairement proche de ce que dit ici Canguilhem et Goethe lorsqu'il s'agit de définir la micro-histoire. C'est sans doute aussi la logique qui préside à la définition de la micro-histoire, mais ça nous entraînerait trop loin, et je suis philosophe, pas historien, donc je laisse ça à mes collègues. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marie-Noël et Laurent pour nous avoir amenés avec tant de brio justement en deçà du grand partage, là où précisément peuvent converser dans l'art de la description justement les savoirs et les écritures, ce dont on avait commencé à parler au début de cette séance, où j'avais déjà évoqué la ressemblance informe, mais je ne croyais pas d'une certaine manière que nous y reviendrons d'une façon si évidente, de même que tu m'as coupé l'herbe sous le pied, parce qu'au fur et à mesure que tu parlais, évidemment, je voyais revenir ce dont
Romain avait parlé, c'est-à-dire la figure de Carlo Ginzburg, évidemment, c'est-à-dire cette exceptionnelle normale, cette liberté interstitielle, tout ce qui est devenu, au fond, finalement, le langage commun des historiennes et des historiens aujourd'hui. Mais Romain, je te laisse peut-être, pour terminer, animer la discussion, puisqu'il nous reste comme prévu, et je remercie tous les intervenantes et intervenants d'aujourd'hui pour leur merveilleuse discipline. Il nous reste donc une demi-heure, comme prévu, pour achever cette séance. Oui, puis de toute façon, pour laisser vraiment du temps aux échanges avec la salle, je vais simplement essayer de... Alors peut-être pas de réunir vos interventions, mais en tout cas de les situer sous un certain nombre de rapports qui peut-être leur sont communs. Alors évidemment, la première chose, c'est de voir que derrière, on va dire, le souci qui peut paraître pictoresque du détail, eh bien, il y a dans ce temps des grandes entreprises naturalistes et des grandes entreprises philosophiques qui y sont associées, eh bien, une réflexion qui est une réflexion puissante et profonde sur ce que c'est qu'une connaissance par les singularités, et surtout, moi, ce qui m'a frappé, en fait, ce que c'est qu'une connaissance aussi par les formes. Parce que, d'une certaine manière, bon, dans un temps, en tout cas, ou dans un pan de l'œuvre de Humboldt, il y a bien cette idée aussi qu'on peut lire dans les formes d'un paysage, les formes de roches ramassées sur elles-mêmes, les formes de la distribution d'une espèce végétale sur un territoire. Eh bien, on peut précisément y lire le jeu des forces. Le jeu des forces, c'est-à-dire, comme tu l'as rappelé, Marie-Noël, un monisme ou une vision holiste ou holistique de la nature, qui n'est pas celle d'un tout statique, fermé, mais qui est un espèce de combat ou de débat perpétuel de la nature avec elle-même, un jeu de force. Et donc on peut lire dans ces formes-là, dans ces formes singulières, des paysages, des végétations, eh bien l'histoire d'un rapport de force ou d'un rapport entre les forces. Voilà comment, d'une certaine manière, l'observation de la surface amène déjà à la question de la connaissance des principes. Et dans ce que tu viens de dire, finalement, il y a ça aussi, c'est-à-dire c'est dans la connaissance de formes particulières qui sont a priori des difformités, eh bien que peut se loger une conception philosophique précisément de la singularité comme n'étant pas l'envers absolu de la loi, de la règle, ou en tout cas du déroulement sériel d'un certain nombre de faits, de phénomènes, etc. Donc là aussi, finalement, c'est en lisant la forme extérieure, ou la difformité, c'est-à-dire l'accident des surfaces, eh bien, que l'on peut aller vers une connaissance des principes profonds. Voilà, donc je crois que ce qui peut réunir, et ça ne réunit pas complètement par hasard, puisque évidemment, il y a entre Humboldt et Goethe, il y a entre la nature philosophie dans ses moutures et déclinaisons les plus diverses, depuis des monadologies qui restent très rationalistes, maîtrisées, jusqu'à des mysticismes assez exaltés aussi. Alors chez Goethe, et puis dans l'entourage de Humboldt, ses rencontres avec Carus et compagnie, tout ça peut prendre des formes très très différentes, mais tout ça est travaillé quand même par des références partagées, par un substrat commun, et c'est ça qui permet de définir un moment. Non pas au sens d'objectivement une époque qu'on bornerait pour les besoins d'une démonstration, mais un moment philosophique qui est aussi un moment esthétique, qui est un temps de la réflexion sur l'art de la description, du rapport entre la surface décrite et la connaissance des principes, des lois ou des normes, qui est un moment donc qu'on peut borner ou pas chronologiquement, mais qu'on peut contraster avec d'autres moments. Voilà. C'est en ça que là on fait œuvre de généalogie, pas forcément en régressant mécaniquement et de degré chronologique en degré chronologique, mais en disant qu'on peut, avec les auteurs dont vous avez parlé, les références dont ils se nourrissent, ce qu'ils bâtissent, y compris d'ailleurs dans la dissidence, l'opposition, la rupture parfois, eh bien quelque chose qui est de l'ordre d'un moment, et c'est en contemplant ce moment-là qu'on peut prendre la mesure, le cas échéant, de la façon dont c'est dissous. Voilà, cette forme de compagnonnage ou cette forme de réflexion sur la façon dont la connaissance à la surface nous amène finalement au fond de la loi des choses. Ou dont il se réarme, effectivement, en littérature ou en histoire, quand on prend la peine de considérer justement la tension entre morphologie et histoire, comme le fait Carlo Ginzburg. C'est vraiment la question, me semble-t-il, entre morphologie et histoire. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est à vous. Y a-t-il des questions ?
peut-être poser une question à Marie-Noël, comme ça bien sûr, a le temps de réfléchir. Je vais demander à Marie-Noël, c'est une question d'information, mais qui était aussi un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a dans les textes de Humboldt, moi j'ai un peu travaillé Cosmos, mais j'avoue il y a assez longtemps, est-ce qu'il y a des moments d'inquiétude par rapport à l'apparition du multi, par rapport à l'apparition de cette efflorescence, etc. Ou est-ce que le travail de la mesure tend partiellement à l'effacer? Je pose cette question aussi parce que je me demande, ça c'est peut-être plus anecdotique, mais s'il y a eu chez von Humboldt une lecture des textes de Vespucci, des textes qui concernent la lettera, les lettres sur les 4 voyages, ou Mundus Novus, alors évidemment ce sont les textes du tout début du XVIe siècle, et où, me semble-t-il, se manifeste déjà cette, d'ailleurs parfois aux mêmes endroits d'ailleurs, cette fascination pour ce que nous appelons aujourd'hui l'Amérique du Sud, mais il y a aussi chez Vespucci quelque chose comme une inquiétude, et une inquiétude aussi qui est très frappante dans la postface du traducteur en latin, qui dit que, c'est quelque chose à retrouver chez Montaigne après, c'est tellement impressionnant, tellement neuf, que ça en devient inquiétant, puisqu'il y a là quelque chose de nouveau qui apparaît, mais si nous pouvons à ce point être surpris par la nouveauté, qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y aura pas d'autres nouveautés encore? C'est ce qu'on retrouve dans le chapitre des coches, dans le livre 3 des essais. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir perçu quelque chose de ce type-là chez Humboldt, mais mon souvenir est très partiel et lointain. Donc, non, je ne crois pas. Je connais pas. Ça m'évoque rien. Il cite Colomb, Christophe Colomb, de ce point de vue-là. C'est-à-dire, il cite effectivement le sentiment de nouveauté de Colomb, mais je ne sais pas si ça débouche sur cette... Qui est très relatif par rapport à celui de Vespucci. Justement, chez Vespucci, la nouveauté est beaucoup plus... Oui, je ne sais pas. En revanche, il y a une inquiétude inverse, mais qui l'exprime, qui est plutôt... c'est une force de fausse question, parce que je ne suis pas sûre qu'il s'en inquiète vraiment, mais il dit à plusieurs reprises, mais est-ce que ce n'est pas au contraire la science qui va tuer la capacité d'admirer ou la capacité c'est la question du désenchantement. Voilà, la question du désenchantement. Mais il le soulève à plusieurs reprises comme une question qui me semble un peu rhétorique chez lui, parce que je pense qu'il n'y croit pas, mais il la soulève quand même. Ça me fait penser d'ailleurs, même avant Colomb et Vespucci, à ces explorateurs, j'y pensais en vous entendant. Les explorateurs, enfin en tout cas les voyageurs médiévaux, à partir du XIIIe siècle, c'est-à-dire à partir de toute façon du moment où on considère aussi que le monde est gagné par un souci de quantification de la mesure du monde, effectivement. C'est vrai que pour ces voyageurs, en particulier Plancarpin, etc., Guillaume de Rubruck, qui partent vers la connaissance de l'Est, il y a deux manières de calmer, et je les ai entendues aussi dans les textes de Humboldt. Il y a deux manières effectivement de calmer l'inquiétude du voyage, de la discipliner. Il y a le nombre, bien sûr, mais il y a aussi la comparaison. Oui. C'est-à-dire ramener effectivement à du familier, à du connu, et à dire que les arbres d'ici sont plus grands que ceux de chez nous. Voilà. Façon, je crois. C'est même ce qui est premier. Oui, c'est premier, voilà, dans les descriptions que vous lisiez.